AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre l'emprise aujourd'hui, on va en parler avec votre invité dans un instant puisqu'on reçoit la comédienne Judith Chemla qui publie ce livre chez Robert Laffont. Notre silence nous a laissés seuls. Alors c'est évidemment une thèse, en tout cas un thème qui vous tient à cœur, ma chère Muriel. Oui, l'emprise me tient terriblement à cœur. Et dans le consentement, Vanessa Springora s'interroge sur son propre consentement, révélant la complexité de reconnaître et de comprendre l'emprise lorsqu'elle se produit. Elle questionne sur la capacité réelle de consentir lorsqu'on se retrouve sous emprise affective. De leur côté, Freud et Lacan ont introduit l'idée du surmoi, une force intérieure qui, au lieu de nous libérer, nous lie à des normes profondément ancrées, rendant difficile notre capacité à dire non. L'emprise psychologique, phénomène insidieux et subtil, maîtrisé habilement par ceux qui la mettent en place, échappe à notre conscience jusqu'à la manifestation frappante de ses conséquences délétères. Elle tisse sa toile autour de notre volonté et de notre perception de l'autonomie. Elle se caractérise par une soumission à un étrange devoir, à une autorité qui s'exerce sur nous ce que l'on puisse y résister. Dans cette zone grise du consentement où la distinction entre le désir propre et la soumission forcée devient floue, le libre arbitre disparaît. L'angoisse de décevoir, la terreur de perdre l'amour et l'approbation de l'autre, la peur de ne pas répondre à ses attentes crée un piège d'obligations non choisies, de rhétorique qui attaque et disqualifie et nous prive de la reconnaissance de nos droits et de la possibilité d'une rupture. L'emprise induit un sentiment d'incompétence, de culpabilité et d'isolement. Elle désactive les processus de pensée structurés, nous détourne de notre capacité d'analyse, nous déconnecte de la réalité, nous impose un scénario de contrôle émotionnel fait d'intimidation, de pression, d'humiliation, de dénigrement, de critique, de chantage, de mépris, de colère, d'exigences irréalistes. Ces violences, ce n'est pas le fruit du hasard, ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des abus de pouvoir systématiques, des manipulations émotionnelles stratégiques, des exactions orchestrées par des individus qui exploitent et dévalorisent. Démanteler ces mécanismes d'assujettissement, ces intentionnalités, c'est aussi le devoir de la société. Parce que, disons-le, si les violences perdurent, si les agresseurs existent, c'est parce que la société a consolidé les injonctions, les stéréotypes, les mythes qui animent et qui alimentent ces dynamiques de pouvoir. Il faut réinterroger nos systèmes éducatifs, nos pratiques judiciaires et législatives. Notre droit pénal doit devenir un repère pour les victimes, les proches, les témoins et un rempart contre les agresseurs. Et puis il faut admettre et reconnaître enfin, de manière explicite, les rapports de domination omniprésents qui alimentent ces abus. C'est une étape cruciale pour contribuer à la paix des femmes. Et on en parle tout de suite avec votre invitée, la comédienne Judith Chemla, qui publie, je le rappelle, ce livre chez Robert Laffont, Notre silence nous a laissés seuls. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio, Judith Chemla, et vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Alors Judith, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Vous avez écrit un livre d'une sincérité totale. Un livre qui va et qui doit, pour moi, devenir une référence pour toutes les femmes qui ont vécu des violences psychologiques et des violences physiques. Pendant près de 15 ans, 2 hommes, l'un acteur, danseur, metteur en scène, l'autre réalisateur, ont construit une emprise qui vous a conduit à accepter, vous le dites vous-même, l'intolérable, et vous ont placé dans un consentement tacite à la violence. Alors, Judith, la société est-elle responsable de l'emprise ? Eh bien, avec cette expérience, quand j'ai voulu sortir, moi, de cette emprise personnelle, et que j'ai demandé justice, j'ai découvert que la société elle-même est sous emprise, en fait. Elle est sous emprise, nos politiques sont sous emprise, notre justice est sous emprise de ceux à qui profite ce pouvoir d'exercer la violence sur autrui et qui tiennent encore vraiment nos consciences, qui nous font penser qu'en fait tout va bien, que les féministes en font trop. Et ce que j'ai découvert est tellement aberrant tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas les preuves que vraiment la voix des victimes est étouffée, on ne peut pas le croire. En fait, vous avez découvert quoi réellement ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qui s'est, au sens propre, au sens figuré, si je peux le dire, c'est-à-dire qu'on est toujours suspecté d'en faire trop, d'exagérer et de ne pas dire la vérité, en fait.
au début, mais c'est un peu la loterie et ça, ce n'est pas tolérable. Je suis tombée sur de très bons policiers, un très bon juge aux affaires familiales, mais ça tourne. Un nouveau brigadier m'a menacée alors que je demandais à ce que les conditions de sursis, parce que dans mon cas, il y a une condamnation, ce qui est très rare, puisque 80% des plaintes sont classées sans suite pour violence. Alors que, voilà, c'est aberrant. Le nombre de féminicides, le nombre de... la violence conjugale, comme elle est répandue. Moi, au moment où j'ai été agressée au visage, les policiers ont débarqué. Ils avaient 3 appels en même temps de femmes qui étaient victimes de violences par leur conjoint. Et en parlant, en ayant été voir des thérapeutes, ce qui m'avait le plus traumatisée dans cette histoire, c'était ces femmes, en même temps que moi, qui appelaient. Parce qu'on est rarement sensible. Il nous en faut beaucoup pour être sensible à notre propre douleur. On passe souvent outre. On veut se figurer comme quelqu'un de fort et qui traverse les épreuves. Et c'est dur de se rendre compte qu'on vit quelque chose de grave. Donc c'est quand on le voit en miroir sur autrui qu'on peut prendre conscience de ce qu'on a enduré aussi nous-mêmes. Alors 15 ans, où l'amour, la passion, le bonheur va alterner avec la violence, l'aliénation, une partie de vous-même, la violence psychologique et puis même la violence physique. Et puis il y a eu ce livre. Ça a été quoi le déclencheur de ce livre ? Le déclencheur, c'est bon, déjà... C'est une proposition de l'éditrice Sophie Charnavel, au moment où je prends la parole publiquement et où je reçois une vague de témoignages de mères qui n'arrivent pas à protéger leurs enfants, parce que moi je parle de l'emprise sur l'enfant, c'est la seule arme qui reste au violent conjugal après la séparation, et c'est souvent pire en fait que tout, parce qu'on n'est plus dans le foyer 24 heures sur 24 pour préserver un peu les choses pour l'enfant. Et donc le cerveau de l'enfant devient un champ de bataille pour dénigrer la mère, essayer de manipuler l'enfant, le retourner contre la mère. C'est monstrueux. Et quand les mères, quand il y a des choses encore plus graves comme de l'inceste, demandent de l'aide, la société ne les croit pas et ça se retourne contre elles et contre les enfants. Donc ça, c'est des témoignages immenses qui me sont parvenus et qui m'ont vraiment alertée très très fortement. Et quand moi, je me suis retrouvée dans une situation, quand ça c'est devenu encore plus délétère, quand un brigadier m'a menacé de faire placer ma fille si je continuais à faire la guerre à monsieur, j'ai su que là, c'est-à-dire que le violent conjugal veut vous faire taire, et tout d'un coup, c'est le représentant de l'ordre, le brigadier de la famille. Donc, quelle idée de la famille a-t-il Pourquoi travaille-t-il ? Pour qui travaille-t-il, en fait ? Pour quel ordre travaille-t-il ? Ça m'a paru tellement grave. Et je savais que, moi, j'étais menacée, mais des dizaines de milliers de femmes voyaient ces menaces mises à exécution. Là, je me suis dit, il faut prendre la parole sur ce sujet et il ne faut plus la fermer, quoi. Il ne faut pas cesser de l'ouvrir et de faire changer cet état de fait. Alors, moi, j'aime beaucoup le titre de votre livre. Notre silence nous a laissés seuls. Notre silence, pour un vous collectif qui s'exprime autour de notre silence. Parce que le silence, il est collectif et que le déni face au silence participe à l'impunité. Pour vous, c'est une façon, d'appeler à une alliance collective sur ces sujets de société. Vous pensez qu'on doit tous réunir autour de ces sujets, des femmes comme vous qui ont la parole, que l'on écoute ? Évidemment. Mais c'est... d'abord pour dire notre silence donne pouvoir. C'est exactement ce que veulent les agresseurs, c'est exactement ce sur quoi ils nous plongent, dans quoi ils nous plongent, dans ce silence. Et le fait d'accepter ce silence, de le subir, fait qu'on les serre. Alors qu'en parlant, on ne se réunit. C'est la vérité. Une femme parle, qui est un peu connue. Des milliers de femmes lui écrivent, partagent leur expérience, se disent
Mais si elle parle, ça donne une lumière, un espoir pour dire c'est pas normal ce que je vis et peut-être que la société va évoluer et moi aussi, je ne vais plus accepter. Oui. On vous a écouté dernièrement à l'Assemblée nationale, aux côtés de mères en lutte, ces mères qui vivent une triple peine, celle d'avoir vécu des violences, d'avoir dénoncé les violences de pères incestueux et de se voir retirer les enfants au nom d'une présupposée instrumentalisation et d'une volonté de rompre le lien avec les pères. Vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous attendez de la société? Qu'est-ce que vous attendez du droit pénal? Qu'est-ce que vous attendez de la réflexion sur comment changer la législation pour que ça n'arrive plus? C'est la chose pour moi la plus grave qui se joue parce que ce sont nos enfants qui sont remis en danger et mis en situation de danger absolu par les institutions. Les institutions deviennent complices de crimes. C'est un scandale d'État en fait. Donc c'est la chose la plus grave pour moi. Il s'agit de nos enfants, de notre société. C'est à la société de poser l'interdit. Pour l'instant, ce sont que les mères qui se battent pour faire respecter cette soi-disant interdit fondamental qu'est l'inceste, mais qui finalement n'est interdit que quand on le nomme. Sinon, dans les faits, on le laisse pratiquer. La justice se retrouve souvent complice de crimes, à placer les enfants chez leurs agresseurs ou à les arracher de leur mère protectrice. C'est une catastrophe. C'est ce que vous appelez l'instrumentalisation de la justice. Vous dites aujourd'hui la justice est instrumentalisée. Oui, les agresseurs peuvent l'instrumentaliser très très facilement parce que les esprits sont colonisés, sont vraiment endoctrinés par la mise en doute systématique de la parole des femmes et des enfants. Et ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça vient de loin. Et la justice n'a pas fait sa révolution. Vous voyez, je veux dire, la psychiatrie, ça a été longtemps des prisons pour femmes, en fait, en disant que les femmes étaient folles quand elles dénonçaient des abus. Vous voyez ? Mais Freud, par exemple, quand il recevait au début tous ces témoignages d'abus sexuels, il les croyait et puis il s'est dit en effet les traumatismes font que ils viennent pas de nulle part et tout d'un coup il a vu que la société commençait à se retourner contre lui, les notables commençaient à se retourner contre lui, il allait perdre la bienveillance qu'il y avait autour de ses recherches. Et donc, il s'est retourné, il a inventé le complexe d'Oedipe à ce moment-là, qui a complètement décrédibilisé la parole des femmes et des enfants. C'est très, très grave. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Et ça vient de l'Antiquité, le fait de remettre en cause, de ne pas croire les femmes. C'est des mythes très, très, très profondément ancrés en nous. On se bat contre des millénaires d'étouffement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de l'entourage, des témoins? C'est parfois un rôle difficile. Vous, votre mère a essayé de vous alerter. Vous avez rejeté sa vision de votre histoire. Vous avez refusé de l'entendre. C'était trop difficile, la vérité, à ce moment-là, cette vérité-là? Ouais, parce que en fait, on est noyé, on est ensorcelé par les bons côtés, par ce qui peut tenir. On est tellement biberonné à... Enfin, je veux dire, le mythe de la famille nucléaire, on est tellement endoctriné par ça aussi, par le fait de... Et je veux dire, moi, mon propre déni, je le retrouve maintenant exactement le même dans les mécanismes chez les juges. Enfin, ce sont les mêmes mécanismes. On veut que la famille aille bien. On se dit, là, cette situation, c'est un problème si y a du conflit, si on nomme les choses, si la gravité des actes sont reconnus. On préfère que tout aille bien, on a bien traité le dossier, si tout le monde est en lien, si les liens perdurent, si la famille est sauvegardée. Mais en fait... c'est délétère parce que à quel prix on maintient le lien, à quel prix on reste ensemble, qu'est-ce qu'on doit subir pour donner cette image de la famille nucléaire, quoi. Alors vous citez pas le nom de vos agresseurs dans votre livre. Vous les appelez respectivement le prince et le loup. Ce sont des personnalités publiques. Le loup a été condamné à 8 mois avec sursis pour violence conjugale, harcèlement et violation de domicile. Pour autant,
Il continue à rôder autour de vous, en dépit des preuves, en dépit des photos, de l'interdiction de vous approcher. Il est toujours là. C'est intolérable, non? Ouais, c'est intolérable. J'ai alerté beaucoup le juge d'application des peines, pas pour le mettre en prison, mais juste pour que le sursis soit respecté, l'interdiction de contact, le fait qu'il n'ait pas rentré en contact avec moi, donc pas à m'approcher. Et pourtant, je peux filmer 2-3 passages de suite en moto, juste la rue à côté de la mienne. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que même en apportant des preuves, même avec des aveux au SPIP, qui est l'organisme qui s'occupe de recueillir, de contrôler le sursis, le juge dénie les preuves concrètes d'une victime au profit de la parole d'un agresseur, même s'il a avoué tout en minimisant et que tout est clair. Donc là, il y a un vrai souci. On défend absolument les droits des agresseurs, quoi. Et les victimes, bon, ça va, elles font un peu trop de bruit, quoi. C'est aberrant. Merci Judith. Alors moi, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Notre silence nous a laissés seuls. Et je dois dire aussi que ce qui m'a extrêmement frappée, c'est votre résilience exceptionnelle dans ce livre où la description est si précise, si ciselée de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez toujours. On mesure votre incapacité, votre exceptionnelle capacité, à pardonner, à vouloir comprendre et accompagner ces hommes qui, manifestement, n'ont pas fait ce qu'il fallait à vos côtés. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Judith. Merci à vous. Notre silence nous a laissé seuls, c'est publié chez Robert Laffont, signé donc de notre invitée Judith Chemla, qui est, je le rappelle, comédienne. Merci à vous, Muriel. On vous retrouve dimanche prochain. Merci Jean-Marie, à dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.